Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. Je vous invite aujourd'hui à assister à un petit échange entre Jean-Kévin Talleyrand et Charles Clovis Bonaparte. Bon, clairement, Napoléon, c'est un va en guerre sanguinaire, il n'a fait que ça. Eh bien non, Jean-Kévin. Sais-tu que Bonaparte a modernisé l'administration du pays? Il a créé la Banque de France, réformé la fiscalité, participé à la réforme de la fiscalité, de l'enseignement secondaire et supérieur. Il a également permis la rédaction du Code civil en 1804, puis du Code pénal en 1810. Autre exemple, par le Concordat de 1801, il met aussi fin au schisme catholique, né de la Révolution, et confirme la liberté de culte pour toutes les religions, y compris pour le judaïsme. N'oublie pas également que plusieurs conflits de cette époque ont été causés par les très nombreuses coalitions auxquelles la France devait faire face. Ouais, d'accord, c'est bien tout ça, mais ça n'empêche que c'est qu'un arriviste, ce mec. Ne confonds pas arriviste avec quelqu'un de pragmatique, ambitieux et audacieux. Bien que fils de petite noblesse corse et officier de l'Ancien Régime, Bonaparte est un homme neuf, issu de la Révolution qui réussit grâce à ses mérites propres. Il cultive cette réputation par la simplicité de son apparence, avec son habit gris bicorne, et son comportement proche des soldats. S'il n'a pas de plan de carrière préétabli, il sait utiliser les circonstances et est animé d'une grande ambition. Dès 1796, il se voit comme une incarnation de la nation. Napoléon avait de réels projets qui ne concernaient pas que sa personne, il avait la certitude que l'ordre qu'il bâtissait était le bon et que l'Europe entière y trouverait son bonheur. N'oublie pas que des hommes tels que Hegel ou encore Victor Hugo l'admiraient. Ouais, c'est ça. T'oublies que c'est un gros raciste, il a rétabli l'esclavage. Sais-tu que le monde du XVIIIe siècle n'est pas le même que celui du XXIe siècle? Allez, prends ma main et suis-moi au temps de la Révolution française. Après avoir tourné la page de la monarchie absolue en France, la Convention nationale, par son décret du 16 Pluviose an 2, ou le 4 février 1794, abolit l'esclavage des, je cite, nègres sur une partie de ces colonies sans toutefois abolir la traite de ces derniers. Le décret d'abolition ne s'applique cependant qu'à ces derniers et exclusivement à certaines colonies. La métropole est exclue de son champ d'application. La Martinique, quant à elle, ne faisait pas partie du traité puisque occupée par les Anglais, comme d'ailleurs les colonies en océan Indien, à la Réunion, à l'île Maurice ou encore aux Seychelles qui n'ont pas cessé l'esclavage. L'abolition de l'esclavage n'a été réalisée qu'en partie par la Première République française. À cette époque, la France fait figure d'exception dans un monde dominé par des nations appliquant très largement l'esclavage. Napoléon n'a jamais souhaité voir l'esclavage réintroduit là où il avait été aboli. Le futur empereur des Français prononcera même ces mots. Nous ne devons pas retirer la liberté à des hommes à qui nous l'avons donnée. Par le traité d'Amiens, l'Angleterre rendit à la France l'île de la Martinique, subtilisée quelques années auparavant. Par voie de conséquence, l'esclavage n'avait jamais été aboli sur cette île. Dans un premier temps, Napoléon a souhaité mettre à égalité l'île avec la Guadeloupe. Cependant, son entourage politique ne fut pas du même avis, expliquant que la Martinique rencontrerait alors une crise socio-économique qui avait déjà lourdement affaibli la Guadeloupe. L'égalité républicaine, prônée notamment par le Conseil d'État, ne pouvait accepter des statuts différents. Napoléon dut donc se résoudre à rétablir l'esclavage, notamment en Guadeloupe, afin d'éviter que la Martinique ne s'embrase et dans un but de maintien de l'ordre public. Rappelons que Bonaparte, à peine débarqué à Malte le 10 juin 1798, aura en 2 jours, avec le concours de son armée, mis fin à 267 ans de domination de l'ordre. Par décret du 28 prairial en 6, le 16 juin 1798, il y abolit l'esclavage dans ce pays. Une première décision de ce genre en Europe. En 1807, devenu empereur des Français quelques années auparavant, Napoléon abolira le servage dans le duché de Varsovie à peine créé. En 1815, la traite des Noirs sera totalement abolie en France par le même Napoléon. Alors pourquoi accuser exclusivement Napoléon du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe et à Saint-Domingue, quand l'on sait que la Convention ne l'a aboli que partiellement en 1794? Que le monde entier, plus encore l'Angleterre, n'a jamais eu cette idée et qu'il a fallu attendre 1848, soit 33 ans après la chute de l'Empire, et 27 ans après la mort de Napoléon, pour abolir complètement l'esclavage en France. Ouais, c'est ça, ta réponse à tout, en fait. En tout cas, tu pourras pas dire que c'est pas un dictateur. Eh bien oui, Jean-Kévin, ça y est, tu as visé juste. Mais pas forcément au sens où tu l'entends. Sais-tu que dans la Rome antique, un dictateur était nommé pendant 6 mois lorsque la République romaine était confrontée à un danger. Ce dictateur disposait de l'imperium, les pleins pouvoirs, qui lui permettaient de résoudre plus facilement la crise. Une fois sa mission accomplie, la République reprenait ses droits. Cette définition, ou tout du moins une partie, colle bien avec l'esprit de Napoléon qui a redressé la France en proie aux troubles républicains. Comparer Napoléon avec les grands tyrans du XXe siècle est donc un non-sens absolu. Pas de révolution culturelle, de génocide, de goulag ou de camp d'extermination avec lui.
Et la question de son orientation politique, Napoléon était bien au-dessus des partis. Ni de droite ni de gauche, il se place en défenseur du peuple français avant tout. Ah ouais, comme François Bayrou. Et non Jean-Kévin, plutôt comme le gaullisme de l'après-guerre. Vous l'aurez compris, je pourrais jouer à ce petit jeu pendant des heures avec Jean-Kévin. Volontairement provocateur et caricatural, je souhaitais traiter du sujet avec décalage et un peu d'ironie, au lieu d'un ton qui pourrait rapidement être belliqueux au vu de la sensibilité du sujet. Si l'histoire et les personnes qui l'ont marqué doivent être étudiées avec le maximum d'objectivité, de sources et d'avis divers et contradictoires, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la facilité, qui est celui de juger un personnage historique avec nos yeux du XXIe siècle. Si vous souhaitez critiquer l'un d'entre eux, ou l'une d'entre elles, faites-le avec les yeux d'un être humain de son époque. Contextualisé en relevant et étudiant les systèmes de pensée dominants de la période concernée, ainsi que les enjeux politiques, économiques et sociétaux majeurs qui ont guidé bon nombre des décisions prises. Je sais pertinemment que les arguments sont opposables aux courtes réponses que j'ai apportées dans cet épisode, et si vous souhaitez le faire en dessous de ces vidéos, je les lirai avec plaisir tant que c'est argumenté et sans haine. A bientôt sur Résistance Historique.